Merci à vous quatre d'avoir accepté cette invitation et d'être avec nous pour parler des apports concrets du PNRU, du NPNRU, puisqu'on est maintenant sur le deuxième programme sur les territoires. On a évidemment beaucoup parlé de l'amélioration du cadre de vie, on le voyait à l'instant dans la vidéo. La revue nationale des projets en rue, qui a été organisée à l'agence le 20 mai dernier, et dont Patrice Vergrit a donné quelques chiffres tout à l'heure, a permis de dresser un nouveau bilan à date du programme. Donc c'est 100% des opérations qui sont contractualisées, 84% qui ont démarré, 2283 opérations qui sont déjà livrées. Et selon les données qui étaient diffusées à cette occasion, les habitants de 97% des quartiers prioritaires concernés voient les effets du NPNRU. On va commencer par vous, Nathalie Appéré. Quelles transformations concrètes vous observez sur le territoire rennais grâce aux programmes de renouvellement qui ont été menés depuis 20 ans? Bonjour à toutes et tous. On a entendu Nantes à l'instant. Je suis persuadée que chacun ici pourrait parler de la même manière du territoire sur lequel il travaille et agit. S'agissant de Rennes, la dimension concrétisation du projet de renouvellement urbain est quelque chose qui est visible, tangible. Nous avons été la première ville, le premier territoire à contractualiser sur le NPNRU. Et après ce qu'a été un premier programme consacré principalement à l'habitat et à la rénovation de l'habitat, puis à des études plus globales de structuration, on a un deuxième, un NPNRU, qui lui a permis de rentrer dans une phase opérationnelle extrêmement rapide. Moi, je crois beaucoup à la question de la maîtrise temporelle. Plus c'est rapide, moins on perd les gens, moins la promesse s'étiole et plus les choses sont concrètes. Et ce projet, qui est pour partie achevé, il y a certains morceaux de quartier qui sont désormais achevés. Avec le NPNRU, ça a été la possibilité d'une accélération et d'un alignement des planètes. Parce que si on regarde ce que sont les financements stricto sensu, même s'ils sont importants, et qu'il sera question de financement, j'imagine, tout au long de ces journées, d'un futur programme, voire même de la capacité à tenir les engagements de ce programme. Même si c'est, sur une opération comme la nôtre, à peu près 15% de financement via l'ANRU, il n'empêche que c'est la totalité des financeurs, des institutions publiques, privées, qui s'alignent à un moment donné pour un projet cohérent, un projet transversal, appuyé bien évidemment sur ce que sont des grandes politiques municipales et métropolitaines par ailleurs, les questions d'accessibilité, de transport en commun, en l'occurrence de 2 lignes de métro qui sont venues desservir la totalité des quartiers populaires et des quartiers en rénovation urbaine, d'un programme plus global, mais d'une transformation à 360. J'évoquais bien sûr la question du logement, qui est première des dignités pour les habitants, première condition pour construire sa vie, mais aussi premier élément de structuration d'un peuplement, d'une cohésion sociale à l'échelle d'un quartier. C'est aussi la question commerciale, c'est bien évidemment les services publics, le rôle clé des services publics et du maillage associatif, et c'est la transformation, l'embellissement du cadre de vie avec cette dimension atténuation et adaptation au réchauffement climatique qui est venu s'imposer bien évidemment dans la mise en œuvre et dans la conception même du programme, en ayant pour notre part, comme beaucoup d'autres, voulu pousser les curseurs le plus loin possible, parce que faire de la rénovation urbaine, c'est faire la ville du XXIe siècle. C'est ne pas s'étaler, laisser les terres agricoles à leur vocation nourricière, faire la ville sur la ville en utilisant la plupart du temps des quartiers qui ont été conçus dans les années 50, 60, 70, dans le règne absolu de l'automobile et en tout cas de l'automobile solo, avec très souvent des parkings importants, des voiries surdimensionnées qui offrent donc des potentiels à la fois de densification, parce qu'il faut accueillir et loger, en même temps que de végétalisation, de transformation. Et ce que je décris de manière théorique
c'est pas par pas, brique par brique, des transformations qui sont en cours ou quasi achevées aujourd'hui sur les quartiers rennais. Une transformation globale donc, de votre territoire. À 360 vraiment, sur les quartiers, mais intégrée aussi à des politiques structurantes, parce que s'il s'agit juste de cosmétiques à l'échelle de quartier, sans que l'on puisse mettre l'ensemble des moyens, et je reprends l'expression qu'on connaît bien dans le champ de la politique de la ville, assumer de donner plus dans des quartiers qui méritent davantage et pour lesquels un choc d'égalité est nécessaire, si en plus on aligne toutes ces politiques métropolitaines au bénéfice des quartiers, alors oui, on ne résout pas tout, et on y reviendra très certainement. La pauvreté ou la précarité ne s'envole pas par magie, par exemple, mais en tout cas, on améliore très concrètement un cadre de vie qui devient attractif pour les habitants comme pour ceux qui auraient envie de venir résider dans le quartier. Merci beaucoup. Nadia Bouillet, ça a été rappelé, Action Logement, c'est le premier financeur de l'ANRU. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'action sur ces 2 premiers programmes ? Bon, alors, on n'a pas 1 heure, mais en tout cas, déjà, je voulais ce qu'on peut retenir. Donc, effectivement, Action Logement a été au rendez-vous depuis le début, donc vraiment depuis la loi Borloo et la création de l'agence, avec des partenaires sociaux qui se sont engagés dans ce programme et qui n'ont jamais failli depuis. Et cet engagement, il est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi que dans ces quartiers, on loge énormément de salariés parmi les plus modestes, et qu'il s'agissait là d'améliorer les conditions de vie dans les quartiers, mais aussi d'apporter de la mixité dans ces quartiers pour favoriser l'emploi, qui est aussi la raison d'être d'Action Logement. Donc il y avait vraiment, je dirais, derrière ce financement, cet engagement très fort de la société civile, qui sont représentés par les syndicats des patronaux et les syndicats de salariés, qui voulaient apporter leur pierre à l'édifice. Et donc à l'époque, c'était même pas encore Action Logement, c'était l'UESL qui s'est engagée elle-même financièrement, mais aussi à travers l'ensemble des structures du groupe Action Logement, que ce soit nos filiales immobilières ou la création de Foncière Logement, qui est un outil qui a été créé à ce moment-là, au début de l'ANRU, pour faire de la mixité dans ces quartiers, c'est-à-dire venir investir dans ces QPV qui étaient quand même, il faut le dire, délaissés par les promoteurs. Là, ils y arrivent, ils reviennent, mais il y avait du foncier autour de ces quartiers et peu d'investisseurs qui venaient faire des programmes de logement privé, et c'est ce qu'a fait Foncière Logement. Donc le bilan, vous avez donné un certain nombre de chiffres. Sur le premier programme, il y a eu 15 000 comme ça logements en diversification pour de l'accession à la propriété ou pour des cadres qui ont été construits sur ces quartiers. Et puis, dans le nouveau programme, c'est 22 000 logements qui vont être aussi construits pour proposer de l'accession pour des personnes qui sont des locataires du parc HLM qui veulent devenir propriétaires, ou pour d'autres habitants. Et ce qu'on peut, on parlera de la mixité tout à l'heure, ça apporte ça. Alors, l'autre enjeu d'amélioration des conditions de vie, c'est exactement ce que vous disiez, Madame le maire, il faut que ça s'inscrive dans une vision vraiment globale. C'est pas juste la condition de la transformation, c'est pas juste le changement, la rénovation du bâti, c'est une politique d'ensemble, c'est l'accessibilité, et ça a été mis en place, hein. C'est-à-dire qu'autour du premier programme et du second, il y a eu des réseaux de transport qui sont venus desservir ces quartiers. On a fait revenir aussi des mesures éducatives, et puis il y a cet enjeu de regarder toutes les politiques et d'investir davantage, et ce partenariat autour de l'ANRU, il fonctionne, donc je pense qu'il faut le dire, les programmes, ils marchent bien. On va saluer aussi l'action d'Anne-Claire Mialot, qui a vraiment fait un travail formidable là, et on voit bien aujourd'hui que beaucoup de programmes du NPNRU sont déjà livrés, puis d'autres sont très très bien engagés. Donc cette dynamique, elle marche parce que tout le monde est aligné, et je pense que c'est très important de garder ce partenariat autour de ce programme qui allie les collectivités locales, les bailleurs sociaux, l'État et les partenaires sociaux d'Action Logement, et puis tous les partenaires qui travaillent justement dans ces quartiers. Et c'est ça un des facteurs de la réussite de ce programme. Vous me disiez aussi, quand on préparait cette séquence, qu'un des apports de l'ANRU, finalement, c'était le développement de nouvelles compétences au sein même des organismes. Tout à fait. Et des métiers qui sont les vôtres. Ça, c'est
un autre acquis, effectivement, pour les bailleurs sociaux. Je pense qu'on a construit beaucoup pendant les années 60, 70, bref, et on est arrivé à un moment où, effectivement, il y a un nouveau métier qui a émergé. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette salle, des chargés de mission renouvellement urbain, qui vont pouvoir justement remodeler, travailler sur ces sujets en tant que maître d'ouvrage, aussi bien dans des collectivités locales pour accompagner ce renouvellement urbain, qu'au sein même des bailleurs sociaux, où il y a eu ce métier de chargé de mission qui va piloter ces projets structurants. C'est des gros investissements pour les bailleurs, mais aussi des chargés de relogement, parce qu'on a un accompagnement individuel qui est fait avec des mousses qui accompagnent les habitants quand il s'agit de déconstruire et reconstruire. Et c'est vrai que ces métiers ont émergé depuis 20 ans. Il y a une école du renouvellement urbain qui forme aussi, et je pense que ça, c'est très important pour aborder aussi les 20 ans à venir, parce qu'on va de plus en plus travailler ces questions du déjà là. Et là, je trouve l'agence nous a bien armés sur ces métiers-là aussi. Merci beaucoup. François Lamy, vous avez été ministre délégué à la ville de 2012 à 2014. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial du maire de Marseille, en charge du Marseille 2050. Quelles sont les traductions les plus marquantes sur le terrain de la politique initiée par Jean-Louis Borloo et à laquelle vous avez contribué? D'abord, bonjour à tous et à toutes. Moi, je crois que le principal enseignement, finalement, c'est que la créature a échappé à ses créateurs. Et qu'en fait, l'ANRU est devenue quasiment une matière vivante. D'ailleurs, ce matin, même le président de l'ANRU parle d'un ANRU 2, d'un ANRU 3, c'est-à-dire d'une agence nationale de renouvellement. Ça ne veut rien dire, en fait. On devrait parler de PNRU, on devrait parler de NPNRU. Et en fait, je crois que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on a vu depuis 2003 que voilà, l'ANRU, la rénovation urbaine, je reviendrai après sur l'évolution qui a eu lieu, c'est que ce n'est pas uniquement une affaire de bailleurs, d'architectes, d'urbanistes, voire même d'élus. Bon, c'est que c'est devenu quelque chose qui a bouillonné. Je suppose qu'ici, dans la salle, si vous faisiez un petit exercice, je pense que vous l'avez fait, il y a très peu de professionnels du bâtiment, du matériau, quoi. Bon, de la construction d'immeubles, d'architectes, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà. Bon. Non. Les quartiers populaires, ceux qui bénéficient du renouvellement urbain, sont des quartiers dans lesquels il y a des gens qui vivent. Et donc, du coup, les programmes en rue ont permis l'évolution à la fois des quartiers, mais aussi de la réflexion sur ce que c'est que l'urbain et ce que ça doit être. Voilà. Alors, il y a eu des avancées, il y a eu des reculs. Je crois que c'est ça voilà, j'entendais même le président, il fait la faute. Le NPNRU, c'est pas le nouveau programme de rénovation urbaine, c'est le nouveau programme de renouvellement urbain. Et pour moi, ça avait une grande importance. Parce que c'est peut-être ce qui a été l'évolution la plus positive, c'est que tout d'un coup, on n'a pas réfléchi uniquement aux destructions, démolitions, comme ça a été le cas dans le premier plan. On a réfléchi sur les moteurs des quartiers, voilà, sur la culture, sur le développement économique, sur l'implantation d'entreprises, et pas uniquement par des dispositifs de suppression de fiscalité, voilà, qui en plus n'ont pas marché. Les transports. Bien entendu, les transports collectifs, tout ce qui était mobilité à l'intérieur des quartiers, entre les quartiers et le restant du territoire. Bon. Et je crois que ça, c'est un des principaux enseignements, c'est que tout d'un coup, on s'est mis à fabriquer des morceaux de ville. Bon, voilà. Ce que je regrette peut-être, c'est que du coup, il y a eu un moment une déconnexion. Parce que je vous rappelle toujours que dans la loi de 2014, les projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain, sont partie intégrante des contrats de ville et donc doivent intégrer les politiques de cohésion sociale, les politiques de développement économique, l'ensemble des politiques qui font la vie à l'intérieur du quartier et d'une ville. Bon. Et donc cette déconnexion, elle s'est accrue ces dernières années. Tant et si bien, excusez-moi de bousculer une question tabou, qu'on se retrouve avec une ministre chargée de la rénovation urbaine et une ministre chargée de la cohésion sociale, ce qui est illogique. Voilà, donc s'il y a jamais quelque chose à faire, c'est de commencer par changer ça, quoi. Je reprendrai peut-être avec Juliette Béadel tout à l'heure. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, on soit en capacité. Moi, je regrette que je ne pas avoir pu pousser l'affaire plus loin. Une fois qu'on a adopté la loi de 2014, il y avait la définition de ces fameux
quartiers prioritaires, bon, qui définissent des périmètres, qui font que, comme dans n'importe quel périmètre, on est dans un bout du trottoir, d'un côté du trottoir, on est en quartier politique de la ville, et de l'autre côté du trottoir, on ne l'est plus. Bon, ça, c'est le défaut de tous les périmètres, mais on n'invente pas. Mais du coup, moi, je voulais passer à l'époque de la notion de quartier prioritaire à la notion de quartier vécu. Bon. Et que tout d'un coup, on se pose la question, là aussi, de voir comment vivaient les populations de ces quartiers, comment, si effectivement il n'y avait pas suffisamment de mobilité, ben du coup, par le renouvellement urbain, on pouvait casser. Voilà, je connais quelques cités, je pense à Pisevin à Nîmes, je pense à Castellane à Marseille, qui sont des véritables châteaux forts. Bon, et qu'on ne réglera rien tant qu'on n'aura pas réussi à casser, là pour le coup, de façon structurelle, ces barrières physiques. Voilà. Mais il y a aussi des barrières internes, culturelles, historiques, bon, qui font que même dans des quartiers ouverts, les gens ne traversent pas d'un côté à l'autre, et que là, pour le coup, cette mixité sociale dont on va reparler tout à l'heure ne fonctionne pas. Bon, et donc, ça suppose aussi qu'on travaille sur les mobilités. Et voilà. Donc, je pense qu'on est si on est à un moment charnière pour effectivement lancer un ANRU 3, moi, c'est pour ça que j'avais lancé l'ANRU 2 avant la fin du 1, parce que je savais que si on avait attendu la fin du 1, on n'aurait jamais eu le 2. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, c'est le bon moment pour attaquer la réflexion. Mais je pense qu'il faut la lancer de manière plus globale, pas uniquement sur les questions de renouvellement urbain, de rénovation urbaine, mais tout simplement de politique de la ville au sens large. Voilà. Et c'est pour ça, la directrice de siège, que je plaide pour que l'ANRU aussi se transforme. Et devienne une agence urbaine. C'est-à-dire que l'État se dote d'un outil qui permette d'identifier la question des quartiers dans leur plénitude, c'est-à-dire ces quartiers à l'intérieur de la ville, quoi. Mais bon. On aura l'occasion d'en discuter au cours de ces journées et peut-être même tout à l'heure. Mohamed Meshmash, à plusieurs reprises, on a parlé depuis ce matin des habitants, de ceux qui vivent dans ces quartiers. Comment est-ce qu'ils perçoivent globalement les évolutions de leur quartier du fait du renouvellement urbain ? Bonjour, merci de l'invitation. Alors, sur ces questions, beaucoup d'interrogations, et puis, puisqu'on est sur l'aspect d'abord positif de ce que a pu apporter l'ANRU, belle idée de cette question. Ça aurait pu être aussi ce qui permettait à ces habitants de pouvoir y vivre dignement aussi. Voilà. Ce qui est positif, c'est que nous avons vécu le premier ANRU et en tant que militants associatifs dans ces territoires, on a pu faire progresser le fait que les habitants étaient incontournables dans ces questions-là. Je vois qu'aujourd'hui, Anne-Claire Mialot met en place une commission où elle y invite aujourd'hui des habitants et le tissu associatif, donc c'est déjà une bonne chose. Donc, de ce côté-là, il y a pas mal de choses qui permettaient le désenclavement aussi, qui était quand même quelque chose de récurrent. Quand vous êtes dans un quartier que vous ne pouvez pas circuler, c'était compliqué. Ensuite, je reviendrai peut-être plus sur votre deuxième question, sur les effets qui ont été un peu moins positifs, mais restons là sur ces aspects-là. Je veux dire, c'est le fait que ces habitants avaient le droit de pouvoir vivre dans des logements plus dignes et sortir un peu de ces quartiers et de ces logements qui étaient insalubres. Après, c'est pas un cadeau qu'on leur a fait, c'était un droit. C'est le droit du bien-être. C'est le droit de vivre aussi dans cette dignité et d'être respecté. C'est le droit de pouvoir avoir la possibilité, et encore plus, le continuez pas, de pouvoir avoir les services publics qu'ils méritent. C'est comment on peut intégrer dans les politiques publiques justement cette part d'habitants qui, encore une fois, sont pas que des spectateurs, sont des acteurs et des actrices, sont des experts et ils ont une expertise qui n'est pas à négliger. Si aujourd'hui on en arrive à discuter de ces questions, c'est parce qu'il y a aussi du vécu. Et comment ce vécu peut aujourd'hui permettre peut-être par la suite, je l'espère de tout cœur, c'est prendre en considération ce que font ces habitants. Et ce qui est dit, ce qui se fait, ce qui se dira, et ce qui continue d'ailleurs à l'être, c'est tout simplement cette phrase, qui n'est pas la mienne, qui était quand même un grand homme, « Tant que vous ferez pour nous sans nous, c'est faire contre nous ». Et donc, c'est aussi toute cette réflexion qu'on doit avoir sur le fait que l'ANRU
peut être une belle idée à une condition, c'est que ceux qui sont les premiers concernés soient aussi les premiers acteurs de ce qu'ils vont vivre, parce qu'il y a ceux qui sont de passage, puis il y a ceux qui vivent et qui continuent à vivre. Il y a ceux qui ne vivent pas dans les quartiers qui en vivent, et ceux qui vivent dans les quartiers qui n'en vivent pas. Et ça, c'est aussi une question sur l'aspect économique, sur l'aspect social, sur l'aspect humain. Et que par la première expérience de l'ANRU, quand on arrivera sur le deuxième thème, je vous dirai justement où le bas blesse et ce qui a fait défaut. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir le corriger. Alors justement, vous avez remis un rapport en 2013 sur la question de la participation des habitants, qui est effectivement un point qui a été très critiqué du premier programme de renouvellement urbain. Je regarde François Lamy pour ne pas dire ANRU 1. Et vous avez été chargé en mars 2023 de travailler sur cette question de nouveau, sur comment on pouvait travailler aux formes d'expression des habitants des quartiers populaires. Est-ce que entre 2013 et 2023, vous voyez une évolution ? Alors, j'ai à côté de moi un ministre, qui était François Lamy à l'époque, qui nous avait déjà à l'époque commandé un rapport sur la politique de la ville, qui était avec Marie-Hélène Baquet, qui était pour une réforme radicale de la politique de la ville, avec des propositions et qui notamment parlait aussi de la question de l'ANRU. Ensuite, il y a eu cette mission-là qui m'a été donnée en 2023 par M. Klein sur les nouveaux contrats de ville et comment penser ces nouveaux contrats de ville. Et malheureusement, je le dis haut et fort, j'ai interpellé notre ministre pas plus tard qu'à Montpellier, Madame Méadel, qui elle aujourd'hui reprend. Ce n'était pas elle qui l'avait commandé, c'était Monsieur Klein à l'époque. Celle qui l'avait repris, c'était Madame Sabrina Garouche, à qui j'ai rendu mon rapport. J'interpelle Madame Méadel encore, je sais qu'elle sera chez vous tout à l'heure. C'est que ce rapport met en l'occurrence et en évidence justement cette question du bien-être et cette question de la vie de ses habitants. Alors, moi, je ne suis pas le porte-parole des habitants. Je suis juste un porte-voix. Je veux dire, il y a d'autres habitants dans ces territoires qui se battent depuis des années sur ces questions de rénovation urbaine, sur comment cette rénovation urbaine aurait pu effectivement être mieux accompagnée, mieux compris, mieux acceptée, y compris par ses habitants, et qui des fois le vivent très mal et ne la comprennent pas. Donc dans ce rapport, il était beaucoup question, en tout cas, de ces habitants qui nous mettaient en avant cette question de rénovation urbaine et de ce qu'elle pouvait leur apporter et de ce qui était considéré. J'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai eu la chance de partager leurs souffrances, leurs douleurs et leurs joies. J'ai eu la chance d'être aujourd'hui sur ce porte-voix pour pouvoir les entendre et faire en sorte qu'on les entend. Donc, j'ose espérer que ce rapport sera publié parce qu'il y a énormément de gens qui attendent, que ce soit les premiers concernés, les habitants qu'on a été voir. Et puis, si on a envie qu'à un moment ou à un autre, ces habitants veulent continuer à y croire et penser qu'ils sont actrices et acteurs de leur vie, c'est important. Les professionnels, les élus, tous ceux qui ont contribué à travailler sur ces questions-là. L'ANRU, entre ce que j'ai connu moi à l'époque et ce qu'on voit arriver actuellement, et vous avez raison, Monsieur le Président, tous ceux qui aujourd'hui parlent mal de la bouche en expliquant qu'on a mis trop d'argent dans ces quartiers, c'est juste qu'effectivement, on est devenu un fonds de commerce pour eux. Alors que la réalité, elle est autre. On n'a jamais mis plus d'argent qu'il faudrait en mettre encore plus. Et que si on veut continuer effectivement à cette question de bien-être et de bien vivre ensemble, il va falloir qu'on continue ces efforts-là. Et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui dans le fait que pas mal de personnes attendent ces rénovations urbaines, c'est qu'elles se fassent honnêtement avec eux. Et pas sans eux, ça c'est important. Pour terminer, c'est sur cette question, ce que demandent dans un premier temps ces habitants, honnêtement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le respect, c'est leur dignité. C'est le fait qu'à un moment ou à un autre, ils soient entendus, que leurs bailleurs les respectent. Parce que la souffrance qu'il y a dans ces quartiers et de ces habitants, c'est qu'ils en ont juste marre de ne pas être considérés, de ne pas être respectés. Quand il y a des nuisibles, quand les ascenseurs sont en panne, quand tout ce qui concerne la gestion urbaine ne l'est pas, et que les personnes payent des charges, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui,
la précarité gagne dans ces territoires-là, on ne peut pas continuer juste à ne pas respecter ces habitants. Et cette question d'ANRU peut, à un moment ou à un autre, ne pas être vécue d'une manière positive, mais plutôt d'une manière, au contraire, à charge. Voilà. Merci beaucoup. La revue de projet dont je parlais tout à l'heure, qui a été présentée fin mai, montrait une attention renforcée dans le cadre du NPNRU à cette question de la concertation et de la participation citoyenne, avec plus de 2000 actions de soutien dans le cadre du programme, dans tous les QPV concernés, et une soixantaine de maisons des projets financés, là où il n'y avait pas forcément d'espace dédié auparavant, même s'il reste quelques sites effectivement qui peuvent faire l'objet de difficultés ou de contestations parfois d'habitants. Donc on a l'impression quand même que dans le cadre du nouveau programme, il y a des choses qui ont avancé et on sera très attentif à votre rapport quand il sera publié. Mais un point qui a été beaucoup abordé et qui rejoint aussi ce que vous disiez à l'instant, c'est la question de la mixité. C'est la principale critique qui a été faite au programme. C'est ça qui fait aussi que certains peuvent avoir le sentiment qu'on a mis beaucoup d'argent, des milliards, sans que ça produise des effets. On a parlé d'un certain nombre de thématiques tout à l'heure. Là aussi, Patrice Verguet le rappelait, il y a eu des effets de rattrapage et les chiffres montrent que oui, il y a quand même des actions qui ont été menées avec des effets probants. De fait, Nadia Bouillet, l'offre de logement s'est diversifiée, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est peut-être finalement la question de ce qu'on a travaillé sur le bâti sans travailler sur les aspects qui étaient autour, et notamment la question de l'emploi, parce que finalement, si les gens restent sans emploi, cette question de mixité, elle peut peut-être ne pas être perçue. Bon, déjà, alors oui, on a mis des milliards, mais c'est bien. Enfin, nous, on est fiers d'avoir mis des milliards d'euros, je le dis, puisque Action Logement a mis 9 milliards d'euros sur le premier programme, 80%. Et là, on est engagé sur 10 milliards d'euros sur le deuxième programme. Et on est à l'heure, on a toujours tenu nos engagements. Alors, derrière ça, la condition de réussite de la mixité, c'est bien ce que disait Madame le maire tout à l'heure sur le 360, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une réponse. Évidemment, il faut avoir des logements dignes, des logements sobres, et il faut le relever. L'ANRU a permis justement d'être en avance de phase sur tout ce qui va être économie d'énergie, puisqu'ils ont appliqué la RT 2012 avant les autres, et que là, on rentre dans cette démarche de résilience aussi en avance de phase. Mais il faut que les conditions soient réunies. Il faut de la sécurité dans les quartiers, il faut de la santé. Et donc, c'est ça qui concourt aux conditions de vie. Il n'y a pas que le bâti. Donc, c'est ça qui fait revenir ou qui maintient aussi des habitants et qui fait cette mixité. Et donc, nous, une fois qu'il y a ces conditions, Action Logement, il peut contribuer. Je vous parlais de Foncière Logement qui construit donc ça fait partie du programme ANRU, des contreparties foncières. On a des logements un peu plus grands qui sont pour des classes moyennes, donc vraiment qu'on appelle logements intermédiaires, donc à loyer un peu décoté par rapport au marché, mais au-dessus du logement social. Et sur ces logements dans les quartiers, ce qu'on observe, c'est que les habitants qui viennent y vivre ont un revenu de 137% au-dessus, enfin 37% au-dessus de la moyenne de la ville, pas que du quartier. Donc on ramène aussi de la mixité sociale avec ces habitants qui sont des salariés, qui sont souvent plus jeunes, ça aussi c'est ce qu'on observe, et en contrepartie de nos financements, on a des réservations dans le parc de logement social, et donc on propose ces logements aux salariés. Et là, ce qu'on constate, c'est que dans 90% des cas, effectivement, il y a des salariés qui sont tout à fait demandeurs. Enfin, en plus, on est dans une crise du logement quand même assez énorme, donc venir dans des logements rénovés, je pense que c'est attractif, mais c'est 90%. Il y a quand même 10% des cas où on publie ces logements, ils sont connus des entreprises et des salariés, et on n'a pas le demandeur qui va venir parce qu'il y a encore une image où il y a quelque chose qui va un recul en disant je ne veux pas, j'ai peur pour X ou Y raison, peut-être à cause de l'image aussi qui peut être véhiculée. Et donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc on le fait quand ça a été rénové, on le fait avec les villes, on fait ce qu'on appelle un peu de marketing territorial avec on emmène les DRH des entreprises, leur montrer ce qui a été fait, et on emmène aussi des salariés on l'a fait récemment à Reims, ça a très bien marché, et on a eu 4 signatures de baux sur un immeuble qui venait d'être réhabilité, qui était où il y avait de la vacance, et on a des salariés qui sont revenus. Donc il y a aussi du temps, il faut du temps pour changer cette image. On parlait des flux, il faut le faire de façon
on a le temps de le faire, c'est-à-dire que il faut le faire avec les habitants et sans brutalité. C'est-à-dire, expliquer bien les projets, mais une fois qu'on a les projets, qu'on a ces logements, pouvoir aussi travailler justement pour maintenir une mixité. Moi, je suis convaincue que quand on est en situation difficile, on n'a pas de travail, quand on a des voisins qui, eux, travaillent, on a peut-être plus de chances aussi de réaccéder à l'emploi. C'est tout bête, je crois beaucoup aux services publics de l'emploi, c'est pas ça, mais je pense aussi que les réseaux existent. On sait qu'un emploi sur deux, il est pourvu aujourd'hui par la connaissance. Et dans ces quartiers, il y a une vie économique, et donc plus on va avoir de travailleurs, plus c'est bon aussi pour maintenir cette mixité, et puis travailler, je dirais, à la cohésion dans son ensemble, et puis à une certaine homogénéité. Mais il ne faut pas oublier que, là on parle vraiment des quartiers, mais il faut que la politique du logement, elle traite aussi des autres quartiers. C'est-à-dire il faut aussi avoir dans les autres quartiers des villes une offre de logement social pour qu'on ait de la cohésion partout. C'est aussi cet enjeu d'équilibre qu'il faut chercher dans nos politiques du logement pour réussir la mixité. Et dans ce cas, vous appelez à des outils de peuplement positif. Oui, c'est ça, c'est-à-dire travailler sur vraiment le peuplement de ces quartiers, assumer qu'il peut y avoir des ensembles en difficulté. Je suis désolée, c'est vraiment le cas, donc il faut qu'on l'assume, et quand on le sait, qu'on travaille tous les réservataires de logements, et on le fait bien sur le relogement, donc il faut le faire aussi sur la prévention des difficultés, et quand il y a des difficultés, de pouvoir agir sur le peuplement pour limiter ces difficultés, les résoudre, et puis c'est un travail permanent. Merci beaucoup. Nathalie Appert, est-ce que vous observez, vous, une évolution dans le profil des habitants suite aux opérations de renouvellement urbain? Oui, concrètement, mais ça ne se fait pas naturellement. Lorsque on évoque parfois la rénovation urbaine et ce que seraient ces échecs en matière de mixité, sans doute c'est que la question de départ n'est pas la bonne. C'est-à-dire que si on a cru que la seule rénovation urbaine allait éradiquer la pauvreté, alors effectivement ça n'a pas marché. Mais qui a pu croire ça à un instant? Et il nous faut aussi, en parallèle, continuer à travailler à la racine sur tout ce qui permet véritablement l'égalité républicaine. Si par contre la rénovation urbaine, c'est à la fois d'éviter la ghettoisation, les spécialisations spatiales et de faire en sorte que chacun vive bien dans un quartier, alors oui, il y a des réussites authentiques, et on en a parlé. François Lamy notait tout à l'heure ce qui était une évolution pas uniquement sémantique entre le PRU et le NPNRU, pour ne pas me tromper dans le sigle. Je crois qu'il y a eu, de ce point de vue, une évolution importante sur la doctrine, ça a l'air anecdotique, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup, sur la doctrine de la démolition. On se souvient d'une première vision initiale qui consistait à dire on va démolir. Alors, quelquefois, sur des bâtis complètement obsolètes, dont on ne peut plus rien faire, et il arrive que ce soit finalement la solution. Mais derrière le dogme de la démolition, il y avait, et ça revient sur les questions de participation, un message quand même assez violent qui était susceptible d'être adressé aux habitants présents sur « on va démolir et puis on va faire de la mixité ». Et la mixité, ça veut quand même bien dire que vous allez sans doute disparaître à un moment. Parce que pour faire venir des gens qui soient considérés comme plus dans les normes attendues, ça voulait dire que les gens là, trop pauvres, trop précaires ou pas assez je ne sais quoi, avaient vocation à quitter le quartier. Et lorsque l'on a réussi de discussion en discussion et avec véritablement une écoute de l'ANRU qui a été très forte, à prôner d'abord la réhabilitation, à s'adresser d'abord aux gens qui sont là. Et d'ailleurs, la réhabilitation, pour revenir sur la participation, c'est souvent ce qui permet la première implication. C'est-à-dire que c'est mon immeuble, mon appartement, mon logement, j'ai une expertise d'usage, j'ai des choses à dire, je me sens légitime. Et à partir du moment où je me sens légitime à être
force de proposition pour mon immeuble, je le suis aussi pour mon quartier et je rentre dans un processus de participation beaucoup plus facilement. Mais lorsque l'on a pu se dire que d'abord et avant tout, c'était de la réhabilitation parce que socialement, c'était plus vertueux et parce que écologiquement, c'était aussi plus sobre, plus frugal, plus intelligent à tout point de vue, alors on a construit de la mixité autrement. On a construit de la mixité par la diversification. Et je reviens sur le fait qu'il y a la plupart des quartiers, des densités qui sont les plus faibles du pays et considérablement plus faibles que les centres-villes. Et donc ça permet de la mixité par la densification, très clairement, ou par la transformation, ou par la montée en gamme du parc. Et pour autant, ça ne suffit pas. Et c'est là que s'inventent, se créent un certain nombre d'outils qui permettent, alors je ne sais pas si c'est des politiques de peuplement positif, pour reprendre l'expression de Nadia Bouillet, mais je pense par exemple à ce qu'on a mis en place à Rennes, qui s'appelle le loyer unique, qui consiste à faire que les loyers du parc social soient identiques en tout point du territoire, pour réintroduire une logique d'égalité et de service public et de tarification du service public, et donc qu'on soit dans un centre-ville, une commune cossue de la métropole ou un quartier politique de la ville, les loyers sont les mêmes. Alors, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la rénovation urbaine, parce qu'il faut que le cadre de vie soit attractif. Il ne s'agit pas que les gens payent plus dans des quartiers où on aurait moins. Il faut au contraire que ces quartiers, on ait envie d'y vivre, on ait envie d'y venir, et qu'ils soient suffisamment desservis, agréables, de qualité, pour qu'on y vienne. Mais à contrario, c'est ce qui évite de spécialiser le parc social des quartiers prioritaires en se disant que systématiquement, puisque les loyers sont plus bas, comme ils ont été construits dans des années où il y avait encore, alors je vous parle d'un temps que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas connaître, mais figurez-vous que fut un temps où l'État investissait lourdement dans le logement social, ce qui permettait d'avoir des loyers bas. Et ces loyers bas, parce que c'est aussi une condition pour y arriver pour la suite, je crois. Ces loyers bas, ils sont historiquement situés dans les quartiers politiques de la ville. Et si on n'y prend pas garde, si on ne met pas en place des outils extrêmement volontaristes, on se retrouve dans la situation où les ménages des premiers et deuxièmes déciles, ceux qui sont les plus précaires, on va forcément leur attribuer un logement dans un des quartiers d'habitat social prioritaire, parce que le reste à charge et parce que la solvabilisation par l'APL ne se fait pas de manière systématique, et que ces familles n'auront pas les moyens de se payer, y compris un logement social ailleurs. D'où cette idée de réintroduire de la liberté dans le parcours. Pour moi, la mixité, c'est ça aussi. C'est surtout le choix résidentiel. Redonner du choix. Ne pas être assigné d'emblée à un quartier, mais pouvoir choisir ce quartier si on en a envie. Et c'est quand même super que beaucoup d'habitants, lorsque l'on parle relogement ou logement tout court, aient envie d'habiter des quartiers qui soient agréables, qui soient des lieux de solidarité, de socialisation, mais qu'on ait le choix et qu'on n'y soit pas contraint. Et dans ces cas-là, on peut effectivement parler de politique de mixité, et véritablement, on a des expériences qui montrent que ça peut marcher. Ça prend du temps, ça se fait doucement, ça se fait par... alors quand j'évoque le loyer unique, pour vous donner un petit aperçu, en 10 ans, on a 10 points d'attribution en moins dans les QPV pour les ménages des premiers et deuxièmes déciles. Ce n'est pas la révolution dont je vous parle, mais c'est l'enclenchement d'une politique de mixité, et surtout, on a 20 points d'attribution supplémentaires pour les ménages des premiers déciles hors QPV. Et là, ça veut dire que le choix, il peut effectivement être redonné. Merci. Et puis, c'est ce qui permet l'accession à la propriété aussi, le travail avec Action Logement sur des produits intermédiaires, tout ce qui fait, dans un moment de crise du logement qui rend quand même sacrément plus complexe les opérations de rénovation urbaine, qu'on peut redonner du choix et des parcours résidentiels aux ménages et sortir de cette assignation au destin. Merci beaucoup. François Lamy, tout à l'heure, vous parliez d'une politique d'aménagement du territoire finalement global, ce fameux 360 qu'on évoquait. Il y a des questions qui sont posées qui interpellent sur la question de la sécurité.
qui s'invitent dans le renouvellement urbain, puisque la question c'est bien l'interconnexion des différentes politiques menées sur les territoires. Donc je lis la question, on constate que l'enjeu de la sécurité s'invite dans le renouvellement urbain avec trafic de drogue, le fameuse société de services dont parlait tout à l'heure Fabien Truong, et violences armées qui se déploient partout en France, même dans les villes petites et moyennes. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette question quand on transforme un quartier? Oula. Le tout en 3 minutes. Okay. 2,5. Bon, moi je pense qu'il faut que, d'abord, et je vais le lier avec le débat, je vous la pose à vous, le débat parce que vous êtes sur Marseille qui fait régulièrement. Il faut reconnaître à un moment la réalité des choses. Voilà. Ces quartiers sont le fruit d'une politique de peuplement qui ne n'ose pas dire son nom depuis des années, commise par certains acteurs, voilà. Soit parce qu'ils ont été dans l'obligation de le faire, soit parce que naturellement ça s'est fait comme ça. Ce sont des quartiers de concentration de pauvreté. Et quand on concentre les pauvres tous au même endroit, ça tire vers le bas. Et quand on concentre en plus, parce qu'il faut quand même le dire aussi, des populations qui viennent de l'extérieur, parce que ce sont des quartiers de concentration de pauvreté et des quartiers de concentration ethnique. Voilà. Là encore, par des différents canaux, on pourrait essayer de comprendre comment ça s'est fait. Mais ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout dans ce pays. Bon. Une fois qu'on aura abordé ça, du coup, ça permet de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je considère que non. Donc je pense que la mixité, elle tire vers le haut, et donc c'est ça l'objectif, c'est ça l'horizon qu'on ne doit jamais quitter des yeux. Bon. Et à partir de là, on commence à construire des politiques spécifiques. En matière de sécurité, par exemple, je vous fais une proposition assez rapide. Si on commençait déjà par enseigner aux policiers en formation ce que sont les quartiers, ce qui s'y passe, quels sont les habitants, parce que c'est fréquemment le premier, excusez-moi, terrain sur lequel on envoie les nouveaux policiers. Ils ne connaissent pas les habitants de ces quartiers, ils ne connaissent pas les mécanismes, ils ne connaissent pas les règles, et souvent ça se termine très très mal, puisque chaque fois qu'il y a des émeutes urbaines dans ce pays, c'est le fruit en général d'une confrontation entre des jeunes et des policiers. Voilà. Bon. Donc il y a toute une série de propositions qu'on peut faire. Voilà, j'en parlais avec Mohamed tout à l'heure, c'est pas pour rien. Je disais, il faudrait qu'on réfléchisse aussi sur la composition de la police. Voilà, parce qu'après tout, peut-être qu'il faut faire une place un peu plus grande. On l'a fait dans les dom-toms. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aussi? On ne s'interroge pas sur le recrutement des policiers dans les quartiers. Peut-être qu'il y a peut-être une piste. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et puis, bien entendu, la lutte contre le narcotrafic. Mais là, ça nous entraînerait très, très loin. Bon. Mais tout ça suppose effectivement qu'on reconnaisse les faits. Et du coup, qu'on dise que c'est la mixité l'objectif. Et surtout, peut-être, et moi, j'ai moi-même évolué là-dessus, qu'on se dise que le premier objectif, c'est pas de construire de la mixité dans les quartiers populaires, c'est de faire de la mixité sociale dans les quartiers qui ne sont pas des quartiers populaires, qui sont la plus grande majorité des quartiers de ce pays. Voilà. On s'est permis à un moment ou à un autre de venir dans les quartiers populaires en disant, pas partout, hein, mais en disant, bon bah voilà, il faudrait un peu de mixité, donc vous allez partir, vous savez pas quand, vous savez pas où, on sait pas, voilà. Et on va essayer de mettre des plus favorisés que vous. Mais jamais il ne serait venu à l'idée de faire la même chose dans les quartiers plus favorisés en disant, écoutez, on va vous chasser de votre logement, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais parce qu'on voudrait mettre un peu de mixité dans votre quartier. Voilà. Et donc la réponse, en fait, là-dessus, elle est très claire, c'est, il faut construire massivement du logement dans ce pays. Voilà, ça, je veux dire, et du logement social partout. Il faut enfin qu'après plus de 25 ans, la loi SRU soit respectée partout, et que ces 25%, bah, petit à petit, il faudra passer à 30%, parce que le nombre de Français éligibles au logement social, il est beaucoup plus important que ces 25%. Bon, voilà, c'est la première chose. Et ça commence à se faire. Moi, je sais que, voilà, à travers les contrats de mixité sociale, où on impose maintenant, dans les opérations de promotion immobilière, le fait d'avoir au-dessus de 10, 15, 20 logements, ça dépend des endroits, bah, il y a 30%, 30 ou 40% de logements sociaux. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille aussi avec les bailleurs pour aller plus loin sur après comment elles se construisent. C'est que moi j'ai un peu travaillé sur le système suisse. En Suisse, c'est les politiques de mixité, elles se construisent à l'unité. On n'hésite pas à mettre un propriétaire en face d'un locataire, on n'hésite pas à mettre quelqu'un de plus riche en face de quelqu'un de plus pauvre. Voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'ils sont suisses, hein. C'est parce que justement, la mixité sociale a tiré vers le haut. Donc voilà, il faut vraiment reprendre ce débat sur les questions de peuplement à l'intérieur de ce pays, parce que sinon,
On en fera des fonds de commerce pour les uns, parce que électoralement, c'est bien de garder les quartiers populaires, et pour les autres, c'est bien de montrer qu'il y a le stigmatisme. Enfin, à l'arrivée des courses, quand on a les émeutes comme celle de juin 2023, c'est pas le fruit d'une génération spontanée. Hein. Voilà. C'est le fruit quand même, quelque part, d'un moment où la marmite explose, bon, avec une légère différence. Maintenant, c'est que ceux qui ont, les jeunes de ces quartiers qui sont sortis à ce moment-là à l'occasion du meurtre du jeune Naël ont compris que c'était pas intelligent d'aller brûler la voiture du voisin, que c'était mieux d'aller voir chez les riches. Voilà. Moi, je l'ai vu à Marseille. Hein. Les gamins du quartier de Belzins, ils sont sortis, ils ont été pillés le quartier le plus riche en termes de commerce de la ville. Voilà. Donc, si c'est par volonté, il faut que certains s'interrogent que par obligation pour eux-mêmes, il faut de la mixité. Quoi. Merci. Sur cette... Je vous invite à envoyer un mail, ce sera plus simple pour la tenue du débat. Mais d'accord. Mohamed Mechmach, sur cette question de mixité. On parlera TVA peut-être tout à l'heure, ou demain demain peut-être sur les questions des modes de financement. Mohamed Mechmach, sur cette question de la mixité et des habitants qui sont parfois peut-être qui se sentent exclus des opérations de renouvellement. D'abord parce que je fais mienne aussi une des questions qui a été posée, les relogements, enfin les reconstructions ont pu prendre du temps et les habitants qui avaient été déplacés ne sont pas forcément revenus, donc ils ont pu aussi se sentir exclus finalement de ces opérations au motif de la mixité, mais qui ne les auraient pas concernés eux. Oui, tout à fait. Ça peut être aussi ce sentiment effectivement d'exclusion. Et puis on a bien vu aussi que certains élus, je ne vais pas généraliser, je dis bien certains, ont pris le prétexte de l'ANRU pour faire aussi de la gentrification. Et puis ça leur a permis de changer un peu de population. L'ANRU, effectivement, c'est quelque chose qui est dans le temps. On en parle là, puis ceux qui sont concernés peut-être le verront même pas parce qu'entre-temps, ils auront bougé et ils ne seront pas là pour effectivement vivre la situation. Mais ce n'est pas pour autant que ce qu'ils avaient à dire n'aurait peut-être pas permis à ceux qui allaient arriver de pouvoir, avec un regard croisé, de gérer cette vraie question de mixité. Vous savez, quand ça a été pensé du temps de M. Borloo, on a estimé que la question urbaine pouvait régler le reste. Ce qui a été dommageable, c'est dommage qu'on n'a pas pensé la question humaine et sociale. Et c'était tout le paradoxe, justement, de cette question de rénovation urbaine qui aurait pu, encore une fois, y associer. Vous savez, c'est simple. Si, dans un territoire, on ne met pas en place un ensemble de services publics qui permet à d'autres de vouloir venir habiter dans ces quartiers parce que là où ils ont tout. Ils risquent de venir dans un endroit où il n'y a rien. Vous n'avez pas envie de les faire venir. Et ou l'inverse de ce que disait M. Lamy, c'est-à-dire peut-être faire l'effet inverse. Mais on a déjà vu que quand des habitants ont été dans des quartiers beaucoup plus, un peu plus riches, certains se sont opposés même à leur venue, et d'où le fait de cette question de la loi SRU là, sur les 25%. Moi, je ne suis même pas pour qu'ils payent des amendes, je vous dis franchement. Moi, je suis pour qu'on réquisitionne à un moment ou à un autre leur terrain et qu'on ne leur laisse pas le choix, ça suffit, quoi, je veux dire. C'est pas tenable, c'est pas acceptable. Ça, il n'y a même pas à décider, en fait, sur ce sujet-là, quoi. Ensuite sur le fait... tout à l'heure, on parlait de participation. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce que je ne sais pas tout à l'heure si j'aurai le temps encore ou pas de répondre. Donc, je préfère y aller rapidement. On est sur la construction, même plus sur la participation. Ça, c'est nécessaire. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'on continue. Sur l'ANRU, oui, il y a des endroits où ça a été une réussite. Dans des endroits, il y a de la résistance de certains habitants. On travaille avec Passons-nous et Appui à accompagner pas mal de dynamiques d'habitants qui ne disent pas qu'ils ne veulent pas qu'on rénove ou qu'on réhabilite leur quartier. Ils disent tout simplement qu'ils aimeraient, eux, être présents de la manière dont ça va être fait. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont en lutte. Je pense à l'ALMA, il y a un petit documentaire qui sort en ce moment sur le petit bar, un petit film documentaire justement pour qu'ils nous parlent un petit peu comment eux, ils ont vécu la rénovation urbaine. Je sais qu'à
Melun, pareil, il y a des habitants qui se battent pour leur quartier en disant nous, notre quartier, on l'aime bien comme il est, et il faut qu'on continue effectivement à ce que ça soit réhabilité ou ainsi de suite. Et j'interpelle Monsieur le Président, mais il n'est pas là, mais c'est pas grave, puisque Anne, tu es là. C'est que on avait fait une des propositions au moment du rapport qu'on avait rendu à Monsieur François Lamy, et on demandait à ce qu'il existe un fonds d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'en gros, on peut être d'accord ou pas d'accord avec un projet quand il est conçu ou qu'il est pensé par un élu, par des architectes, et quand il y a des habitants qui, eux, veulent concevoir aussi l'amélioration, la réhabilitation de leur quartier, ils n'ont pas les moyens. Et ce fonds d'initiative citoyenne permettrait simplement à ces habitants de pouvoir s'outiller aussi, de pouvoir venir avec un contre-projet, de dire « Attendez, on n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour essayer de trouver un compromis qui permettra à l'ensemble du commun de pouvoir mieux vivre ensemble et d'accepter ces choses-là. » Donc, je réitère encore ma demande, je continue à défendre cette idée qu'il faudrait peut-être penser, et puis si encore une fois on a les financements pour pouvoir penser à l'ANRU 3 et continuer à défendre ce qu'il en est déjà là, c'est de penser à créer ce fonds d'initiative citoyen, parce que honnêtement, ça permettra simplement, encore une fois, aux actrices, aux acteurs principaux qui sont les habitants et le tissu associatif qui mène énormément de choses pour continuer à garder du lien social, à avoir un levier pour pouvoir dire je contribue à ce bien commun, quoi. Et j'ai bien aimé en tout cas aussi l'analyse du sociologue qui rappelait pas mal de faits, que dans ce qu'il racontait, je me suis aussi un peu retrouvé dans ma petite enfance et dans ma vie. Je serais très heureux de pouvoir avoir son livre et de pouvoir aussi en redébattre avec lui, quoi. Bon, en tout cas, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. Il y a le fait que tant qu'on n'acceptera pas de co-construire ensemble, sachez qu'on aura des endroits où il y aura de la résistance, parce qu'encore une fois, les habitants ne vont pas accepter que ça se fasse de cette manière-là. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin vous concernant. On va prendre quelques secondes pour pouvoir vous donner un mot. On va passer sur une plénière qui va parler de l'ANRU 3. Peut-être, au vu de ce que vous avez déjà dit là, un petit mot de conclusion sur ce que vous attendez, les sujets qui resteraient à adresser par la suite, François Lamy. En 30 secondes. Vous allez savoir faire ça, 30 secondes. Pardon ? 30 secondes. Vos envies pour l'ANRU 3. Non, moi, non, je ne peux pas répondre en 30 secondes. Non, moi, je voudrais juste remercier l'ANRU d'avoir organisé ce type de débat, où finalement, là encore, on parle d'une politique d'ensemble, de comment on construit de la vie et de la ville. Voilà. Et voilà, ça reste quand même un des derniers lieux où on arrive à le faire. Et si j'ai un vœu à faire, c'est qu'on remette sur le devant du débat public ce que pourrait être une politique de la ville au sens large à l'intérieur de ce pays, quoi. Merci beaucoup. Nadia Bouillet, un mot de conclusion. Donc merci, je vous rejoins dans ces remerciements. Juste aussi quand même pour dire qu'il faut aussi avoir les moyens de bien travailler dans le cadre du NPNRU. Le président l'a dit, c'est pas une évidence. Il faut défendre l'ANRU, il faut défendre ce programme. Il faut que l'État soit au rendez-vous de sa part de financement aussi. Tout ça n'est pas du tout si simple que ça. Donc c'est important dans cette salle que ce soit dit. Et voilà, les partenaires sociaux ont accompagné ce programme depuis 20 ans. Évidemment, continueront à soutenir ces grands projets-là, parce que c'est structurant, on a vu ça. Il faudra sans doute tirer les conclusions de ce qui s'est passé là pour faire mieux, travailler plus en co-construction, continuer à travailler en 360, parce que ça, et en partenariat, c'est ça les conditions de réussite. Mais aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, et je pense qu'il y a beaucoup de signes d'inquiétude quand même autour de nous, et donc c'est important que ces journées aussi permettent de fédérer tout le monde, et puis qu'on continue vers ces programmes et qu'on les réalise de façon très positive. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Nathalie Appéré.
Pour moi, deux idées simples. La première, pas de réussite de la rénovation urbaine sans vraie politique d'égalité et vraie politique de droit commun dans les quartiers, sur la cohésion sociale, sur l'éducation, sur la santé, sur le service public, sur la sécurité. Moi, je vous ai parlé d'un tableau idyllique de transformation urbaine qui est aujourd'hui complètement miné par la question du narcotrafic et de réseaux mafieux qui viennent pourrir la vie dans ces quartiers avec de l'ultra-violence. Et je peux vous dire que suer sang et eau depuis des années et des dizaines d'années pour être tiré vers le bas par ces questions de narcotrafic, c'est juste totalement insupportable. Et là, on a un enjeu majeur. Mais on peut faire toute la prévention situationnelle qu'on veut, on peut faire ça. On peut améliorer des choses, bien évidemment, au titre de la rénovation urbaine, mais il y a une vraie politique à mener, parce que sinon, changer d'image, rendre attractifs ces quartiers, ça reste extrêmement compliqué. Et puis, la deuxième chose... chère Anne-Claire, chère Patrice, ne nous laissez pas tomber, quoi. On est encore au milieu du chemin. On a fait des choses, mais il reste tellement à faire dans ce pays qu'on ne peut pas imaginer que la dynamique vertueuse que chacun a décrit, avec des réussites, avec des choses qui bougent, avec des choses qui pourraient être mieux, avec des choses à améliorer, mais quand même, s'arrêter alors même que le travail est en cours sur certains quartiers et que d'autres frappent à la porte, et ils sont nombreux encore à frapper à la porte, je crois que c'est tout à fait inimaginable. Alors, je module ce que j'ai dit parce que je sais bien que ça ne dépend ni de Patrice, ni d'Anne-Claire en l'occurrence, pas plus que de Nadia non plus totalement, mais vraiment, enfin, un petit peu, quoi. Je profite, c'est pas très sympa la prise d'otage en l'espèce, mais vraiment, je crois que c'est le moment, et François l'a dit, c'est avant même de terminer un programme pour lequel il nous faut être sûr que les engagements soient tenus, qu'on a besoin de se projeter vers la suite. Ce pays en a besoin. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin de cette plénière. Merci à vous.